Résumé mécanique, première partie, les lois de Newton. Bonjour, on va commencer aujourd'hui une nouvelle partie de physique de terminale, la mécanique. Alors on va voir un résumé pour la partie 1. Alors pour cette partie, on va étudier les lois de Newton. Alors commençons par des généralités. Alors déjà, c'est quoi la mécanique? La mécanique, c'est la partie de physique qui s'intéresse au mouvement des corps. Alors donc, pour la mécanique, on va distinguer deux grandes parties, la cinématique et la dynamique. La cinématique s'intéresse tout simplement au mouvement du corps sans s'intéresser aux causes qui produisent ce mouvement. Alors les causes qui produisent le mouvement sont les forces. Donc on ne va pas s'intéresser dans cette partie aux forces, on s'intéresse tout simplement au mouvement du corps. Comment repérer la position d'un point dans l'espace, trouver sa trajectoire, trouver ses équations horaires, trouver le vecteur vitesse, le vecteur accélération et tout ça. Donc ça fait partie de la cinématique. Alors pour la dynamique, on va s'intéresser au mouvement du corps et aux causes qui donnent naissance à ce mouvement, c'est-à-dire les forces. Alors la mécanique, il y en a plusieurs types de mécanique. Alors je vais citer trois sortes de mécanique, la mécanique classique, relativiste et quantique. Alors en ce qui concerne la mécanique classique, c'est la mécanique élaborée par Isaac Newton. Alors cette mécanique, la mécanique classique, ou on appelle aussi mécanique newtonienne parce qu'il est élaboré par Newton, elle s'intéresse aux corps qui ont des vitesses faibles. Alors la vitesse des corps qui se déplacent doit être inférieure à c sur 10, et c étant la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, donc divisé par 10, ça donne 3 10 puissance 7 mètres par seconde. Alors pour toute vitesse qui est supérieure à 3 10 puissance 7 mètres par seconde, alors là le résultat est faux si vous le faites avec la mécanique classique. Il faut le faire cette fois avec la mécanique relativiste. Alors nous, cette année, on s'intéresse seulement à la mécanique classique, donc en aucun cas, on doit trouver des corps au résultat d'un problème avec des vitesses qui dépassent ou bien la vitesse de la lumière ou bien le 1/10 de la vitesse de la lumière. Alors en tout cas, en mécanique relativiste, ça vous le verrez prochainement, pas cette année, mais la vitesse d'un corps ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est une vitesse limite. Alors cette mécanique relativiste, elle est élaborée par Einstein. Alors elle s'intéresse à tout mouvement en réalité, mais surtout aux mouvements qui ont des vitesses très grandes, c'est-à-dire qui dépassent la vitesse du domaine de la mécanique classique c sur 10. Alors donc pour toute vitesse supérieure à c sur 10 et inférieure à c, alors la mécanique classique n'est plus suffisante, il faut utiliser la mécanique relativiste, mais aussi la mécanique relativiste peut étudier les mouvements des corps classiques avec des vitesses qui sont inférieures à c sur 10. Alors il y a une autre mécanique qu'on va étudier cette année, c'est la mécanique quantique. Alors la mécanique quantique, on va voir seulement les grands principes de la mécanique quantique, et il est élaboré par plusieurs physiciens. Parmi eux, le plus célèbre dans ce domaine, c'est le physicien Bohr. Alors à quoi elle s'intéresse cette mécanique? Elle s'intéresse aux particules élémentaires atomiques qui appartiennent à l'atome. Des particules en mouvement dans l'atome. Par exemple, le mouvement des électrons dans le curtage électronique de l'atome. Alors là, si vous prenez un électron dans ce mouvement dans l'atome, vous ne pouvez pas l'étudier ni avec la mécanique relativiste, ni avec la mécanique classique. Il y a une mécanique spéciale qui est la mécanique quantique. Alors, vous pouvez bien sûr étudier un électron tout seul n'appartenant pas à l'atome avec la mécanique classique si sa vitesse est inférieure à c sur 10 ou égale, ou avec la mécanique relativiste si sa vitesse est supérieure à c sur 10. Mais lorsqu'il appartient à l'atome, lorsqu'il est en mouvement à l'intérieur de l'atome dans le cortège électronique, là, vous devez étudier avec la mécanique quantique. Alors, pour le repérage d'un point dans l'espace, alors on peut le repérer de trois manières. Soit avec les coordonnées cartésiennes, x l'abscisse, y l'ordonnée et z la cote, dans un repère orthonormé de vecteurs unitaires i, j, k.
Tu peux repérer la position d'un point avec le vecteur OM, c'est le vecteur position qui va relier entre le centre du repère OX, Y, Z et le point M, entre O et M, O étant le centre du repère orthonormé. Donc le vecteur position OM est égal à X fois I, I le vecteur unitaire de l'axe OX, plus Y fois J, J le vecteur unitaire de l'axe OY, et Z fois K avec K le vecteur unitaire de l'axe OZ. Alors les axes sont orthonormés et les vecteurs unitaires ont une norme égale à 1. Alors puisque les axes sont orthogonaux, alors la distance entre O et M, c'est-à-dire la norme du vecteur position M, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré, bien sûr, elle est en mètres. Alors tu peux repérer toujours la position d'un point M par ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne qui est plus ou moins l'arc entre un point oméga qui est l'origine des abscisses curvilignes et le point M. Alors ceci dépend de deux choix. Tout d'abord, vous avez par exemple ici la trajectoire, vous avez un point oméga qu'on va choisir arbitrairement comme origine des abscisses curvilignes. Vous allez choisir un sens positif arbitraire. Alors, donc, en choisissant ce sens, en choisissant le point oméga à l'origine, et là, c'est la trajectoire. Alors, j'ai deux positions du mobile. À l'instant T1, il était en M1. À l'instant T2, il était en M2. Donc, l'abscisse curviligne à l'instant T1, c'est l'arc oméga M1. Je vois qu'il est dans le sens positif. Donc, S1, c'est plus oméga M1, c'est positif. Et l'abscisse curviligne du point M2, c'est moins là parce que lorsque je me déplace de oméga vers M2, je vais dans le sens négatif, donc c'est moins oméga M2 et c'est négatif. Alors, on va voir là le vecteur vitesse. Alors, la vitesse, on a deux types. La vitesse moyenne, je la place ici avec un N, et la vitesse instantanée. Alors, la vitesse moyenne, c'est le taux d'accroissement du vecteur position, c'est le taux d'accroissement du vecteur position par rapport au temps, delta de OM sur delta T. Alors, c'est quoi delta de OM? C'est OM2 moins OM1 sur T2 moins T1. La différence, OM un instant T2 moins OM1 un instant T1 sur T2 moins T1. Alors ça c'est la vitesse moyenne. Alors moins M1 c'est M1O, avec la relation de chat tu vas trouver M1 M2 sur delta T. Alors si tu as la trajectoire ici, la trajectoire, vous avez les deux positions M1 M2, donc je dois diviser le vecteur qui va relier entre M1 M2 par exemple delta T, supposons par exemple delta T c'est 2 secondes. Alors si je divise le vecteur M1 M2 par 2, je trouve ici la vitesse moyenne. Donc les caractéristiques de la vitesse moyenne, la direction c'est la droite qui va relier M1 M2, le sens de la vitesse moyenne c'est le sens du mouvement. Il vaut mieux de choisir le sens du mouvement comme étant le sens positif. Alors si on connaît déjà le sens du mouvement, sinon on va choisir un sens positif arbitraire. Alors mais si tu connais le sens du mouvement, il vaut mieux de le choisir, pour ne pas compliquer le problème, de le choisir comme sens positif. Donc, disons que la vitesse moyenne est là le sens du mouvement, pas obligatoirement le sens positif. Et là, le module de la vitesse moyenne, c'est la distance en vol d'oiseau, c'est-à-dire la distance depuis M1 jusqu'à M2 directement, pas sur la trajectoire, la distance directe M1, M2 sur l'intervalle de temps T2 moins T1. Et ça sera en mètres par seconde. Alors, en tout cas, la vitesse moyenne ne va pas nous renseigner sur la vitesse du mobile à chaque instant. Il va nous renseigner seulement sur la valeur moyenne de la vitesse entre les deux points M1 et M2. Alors, pour avoir une idée exacte de la vitesse à chaque instant, on doit utiliser la vitesse instantanée. Alors, c'est quoi la vitesse instantanée? Alors, la différence, c'est qu'au lieu de mettre un taux de croissant delta, vous allez mettre d, c'est-à-dire la dérivée du vecteur position M par rapport au temps. Alors la vitesse instantanée, c'est la dérivée de OM par rapport au temps. Alors en dérivant cette expression, alors I, J et K sont des constantes, j'aurai la dérivée de x par rapport au temps, je vais la noter x point,
La dérivée de y, je vais la noter y point, et la dérivée de z, je vais la noter z point. Donc v égale x point i plus y point j plus z point k. Les points, ça signifie toujours la dérivée par rapport au temps. Alors, pour avoir le module de la vitesse, il suffit de faire la formule racine carrée de x point carré plus y point carré plus z point carré. Alors, remarquez bien qu'entre OM et V, on a seulement les points qui s'ajoutent. Donc, OM, c'est xi plus yj plus zk. Par contre, V, c'est x point i plus y point j plus z point k. De même pour la norme et la norme de la vitesse. La norme de la distance OM, elle est en mètres. Par contre, la vitesse, elle est en mètres par seconde. Alors, il y a aussi une autre formule qu'on peut utiliser. C'est la formule de la vitesse avec l'abscisse curviligne. La vitesse avec l'abscisse curviligne, c'est la dérivée de s par rapport au temps fois le vecteur unitaire u. Alors, le vecteur unitaire u, c'est un vecteur qui est dirigé dans le sens positif. Je dis bien dans le sens positif. Donc, il dépend de la position. C'est un vecteur tangent à la trajectoire au point considéré et dirigé dans le sens positif. Ici, on a choisi le sens positif comme sens du mouvement. C'est pour cela que U1 est dirigé dans le sens du mouvement. Alors là aussi, si je place le vecteur tangent à la trajectoire au point considéré, il est dirigé dans le sens positif et il dépend du point M. Alors, les caractéristiques du vecteur vitesse instantanée, elle est toujours tangente à la trajectoire au point considéré et il est dirigé dans le sens du mouvement. La vitesse est dirigée dans le sens du mouvement. Alors, on va parler du vecteur accélération. Alors, l'accélération, on a deux types d'accélération. On a l'accélération moyenne et l'accélération instantanée. Comme on vient de voir pour la vitesse, on a la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Alors la vitesse, ça nous renseigne sur la variation de la distance par rapport au temps. Mais l'accélération, ça nous renseigne sur les variations du vecteur vitesse par rapport au temps. Ici, les variations du vecteur position par rapport au temps pour la vitesse. Et ici, les variations du vecteur vitesse, parce que en mécanique, c'est pas suffisant de connaître les variations du vecteur position par rapport au temps, et il faut aussi connaître les variations du vecteur vitesse. Alors donc, l'accélération moyenne, c'est le taux d'accroissement de la vitesse par rapport au temps, c'est V2 moins V1 sur T2 moins T1, c'est pas très intéressant comme formule, mais ce qui est intéressant, c'est l'accélération instantanée, c'est-à-dire l'accélération à chaque instant, et qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Étant donné que la vitesse, c'est la dérivée de OM par rapport au temps, c'est la dérivée seconde de OM par rapport au temps. Remarquez bien la notation d carré de OM sur dt au carré, ça signifie la dérivée seconde du vecteur position OM par rapport au temps. Alors, tu peux donc calculer l'accélération par la dérivée seconde de x, parce que la dérivée seconde de OM, ça sera la dérivée seconde de x fois i, dérivée seconde de y fois j, dérivée seconde de z toujours par rapport au temps fois k, et le module c'est x de point au carré plus y de point au carré plus z de point au carré, et l'unité c'est mètres seconde moins 2. La distance en mètres, la vitesse en mètres seconde moins 1, mais l'accélération en mètres seconde moins 2. Alors, on utilise aussi l'accélération, on va la décomposer dans un repère spécial qu'on appelle repère de Freinet. Le repère de Freinet est constitué du point considéré, le point M par exemple, et le vecteur unitaire U et le vecteur unitaire N. Alors, le vecteur unitaire U, c'est le vecteur tangent à la trajectoire au point considéré dirigé dans le sens positif, et le vecteur normal petit n, il est dirigé vers la concavité de la trajectoire, c'est-à-dire à l'intérieur de la trajectoire. C'est toujours unitaire, c'est-à-dire norme de U égale à 1 et norme de N égale à 1. Alors, dans ce repère de Freinet, si par exemple j'ai l'accélération et A, je vais la décomposer. Je vais vers la direction de U de façon perpendiculaire pour trouver ce qu'on appelle l'accélération tangentielle. Et je vais dans la direction de N de façon perpendiculaire pour trouver l'accélération normale. Donc, dans ce repère de Freinet, l'accélération est décomposée en deux, en une accélération normale et une accélération tangentielle. A égale à AT plus AN. AT, accélération tangentielle, AN, accélération normale. Alors, les formules. L'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, de la norme de la vitesse par rapport au temps, puisqu'il est tangentiel, il est dirigé dans le sens de U, fois U. Et l'accélération normale,
c'est égal à V au carré sur ρ fois n, ρ étant le rayon de courbure de la trajectoire. C'est quoi le rayon de courbure? C'est le rayon du cercle tangent à la trajectoire au point considéré. Parce qu'on démontre en mathématiques qu'en chaque point d'une trajectoire, tu as un seul rayon tangent. Donc c'est le rayon du cercle tangent à la trajectoire au point 1, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Alors pourquoi on a fait cette décomposition d'accélération dans le repère de Freinet? Alors parce que l'accélération tangentielle, ça va nous renseigner sur les variations de la norme de la vitesse. Alors si vous avez un mouvement uniforme, c'est-à-dire la norme de la vitesse ne change pas, alors V constante, l'accélération tangentielle est nulle. Si la vitesse change, la norme de la vitesse change, vous avez une accélération tangentielle. Par contre, l'accélération normale, ça va nous renseigner sur la modification de la direction de la vitesse. Si une vitesse a une direction qui change, par exemple la trajectoire n'est pas rectiligne, curviligne, alors là vous aurez une accélération normale. Mais si vous avez une trajectoire qui est rectiligne, alors vous n'aurez pas de modification de direction de vitesse et l'accélération normale sera nulle. Alors donc, pour avoir l'accélération, on va faire la racine carrée parce que AT et AN sont perpendiculaires, AT au carré plus AN au carré. Alors en ce qui concerne le rayon de courbure, alors le rayon de courbure de la trajectoire, si la trajectoire est circulaire et tu traces un cercle tangent, alors le rayon de courbure c'est le rayon du cercle. Si c'est un mouvement circulaire, le rayon de courbure c'est le rayon du cercle. Pour un mouvement rectiligne, le rayon de courbure ça tend vers plus l'infini. Et pour un mouvement uniforme, la vitesse est bien sûr constante. Alors de là, je déduis que pour un mouvement rectiligne, dont le rayon de courbure tend vers plus l'infini, alors là, vous aurez plus l'infini, vous aurez l'accélération normale nulle, donc l'accélération se réduit à sa composante tangentielle. Et pour un mouvement uniforme, alors si c'est uniforme, la vitesse est constante, l'accélération tangentielle est nulle, donc vous aurez l'accélération égale à l'accélération normale. Et si c'est les deux, mouvement rectiligne et uniforme, vous n'avez ni accélération tangentielle ni normale, alors ça veut dire que l'accélération est nulle. Alors un mouvement est rectiligne et uniforme si le vecteur vitesse garde toujours la même direction, même sens, donc il est toujours constant, donc le vecteur étant constant, sa dérivée est nulle, donc l'accélération est nulle. Mais je le comprends par AT et AN, on n'a ni AT ni AN parce que c'est un mouvement en même temps rectiligne et uniforme. Alors, si c'est un mouvement circulaire uniforme, alors uniforme, ça veut dire que AT est nul, mais circulaire, ça veut dire qu'il y a AN, il y a changement de direction de vitesse. Donc, vous aurez A égale à AN égale V au carré sur R, parce que pour un mouvement circulaire, le rayon de courbure, c'est le rayon de la trajectoire, fois N. Alors là, je trace l'accélération en différentes positions, A1, A2, A3. Je vois que pour un mouvement circulaire, alors il faut bien se rappeler de ça. Pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est toujours dirigée vers le centre. On dit qu'il est centripète et elle a un module constant. Son module reste constant. Donc l'accélération est centripète, c'est-à-dire toujours dirigée vers le centre et de modules constants. Alors si dans un problème vous trouvez que l'accélération est centripète et de modules constants, vous pouvez déduire que le mouvement est bien circulaire uniforme. Alors pour l'accélération, si on a si vous avez l'enregistrement de différents points dans le temps d'un mouvement quelconque, vous pouvez déduire l'accélération par cette formule. L'accélération en un point MI, AI, égale VI plus 1 en vecteur, moins le vecteur VI moins 1 sur 2 taux. Alors voyons ça sur cet exemple. Alors là, j'ai l'enregistrement du mouvement d'un point, M1, M2, M3, M4 et M5. Alors je veux déduire l'accélération au point 3. Donc A3, j'ajoute 3 CV4, je retranche 1, 2, 3 CV2, donc CV4 moins V2 sur 2 taux. Alors donc il faut tracer V4, le vecteur V4, et tracer le vecteur moins V2, faire leur somme et après diviser par 2 taux. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors par exemple pour le vecteur V4, c'est quoi? C'est le vecteur M3, M5, parce que pour un vecteur VI, c'est MI-1, MI plus 1 sur 2 taux. Donc vous prenez la distance M3, M5, la distance directe, vous la divisez par 2 taux, vous calculez la valeur en mètres par seconde, vous choisissez une échelle convenable et vous tracez le vecteur V4. Le vecteur V4 de direction, vous le tracez au point M3.
de direction M3, M5. Donc il est dirigé vers M5. Pour tracer le vecteur moins V2, vous calculez le vecteur V2. Alors c'est quoi? C'est la distance M3, M1, M3 sur 2 taux. Vous la calculez, vous la convertissez en mètres par seconde. Et puis vous choisissez une échelle, même échelle pour V4, pour tracer moins V2. Le V2 c'est de M1 vers M3. Le moins V2 c'est le sens contraire. La direction c'est la droite qui va relier M1 et M3. Donc il est dirigé vers M1. Alors vous faites la somme vectorielle de moins V2 et V4 en traçant les parallèles, la parallèle ici, la parallèle ici. Alors là c'est V4 moins V2, c'est-à-dire delta V. Alors vous mesurez delta V, vous la convertissez avec l'échelle en mètres par seconde, vous la divisez par 2 taux et vous choisissez une nouvelle échelle pour tracer le vecteur A3 qui a la direction de delta V. Alors donc ça c'est pour calculer l'accélération en un point MI à partir d'un enregistrement. Alors le mouvement est dit accéléré si le produit de vecteur accélération fois vitesse qui est égal à l'accélération tangentielle fois la vitesse, parce que l'accélération normale est perpendiculaire à la vitesse, on aura 0. Donc ça reste AT fois V et doit être positif. Et pour un mouvement retardé, il faut que le produit A fois V qui est égal à AT fois V, il faut qu'il soit négatif. Alors un mouvement accéléré, c'est un mouvement dont la vitesse croît avec le temps. Et un mouvement est retardé si sa vitesse décroît avec le temps. Alors on peut le calculer donc par ces deux formules. Petit 4, les lois de Newton. Alors, la mécanique classique newtonienne est basée sur 3 lois. 3 lois très importantes. La première loi de Newton, c'est aussi le principe d'inertie. Alors, il faut bien comprendre l'énoncé, c'est-à-dire en écriture du principe d'inertie, parce que c'est demandé. Alors, dans un repère galiléen, lorsqu'un corps solide est isolé, isolé, ça veut dire qu'il n'est soumis à aucune force, c'est-à-dire loin même de la Terre. Et ou pseudo-isolé mécaniquement, c'est-à-dire il est posé sur la Terre, mais dans ce cas, il subit l'action de plusieurs forces, mais leur somme est nulle. C'est ça, pseudo-isolé. Alors, son centre d'inertie, je parle de G, G le centre d'inertie, on s'intéresse seulement au centre d'inertie, et soit au repos, soit au mouvement rectiligne uniforme. Alors lorsque vous avez dans un repère galiléen un corps qui est isolé ou pseudo-isolé, alors son centre de gravité est soit au repos, soit au mouvement rectiligne uniforme. Alors ceci, en écrivant ça par des formules, vous avez la somme des forces extérieures. Si la somme des forces extérieures est nulle, ça veut dire le corps isolé ou pseudo-isolé. Alors ceci est équivalent à ce que la vitesse du centre de gravité est constante, c'est-à-dire ou bien nulle, cette constante nulle, c'est-à-dire le centre de gravité au repos, ou bien non nulle, c'est-à-dire au mouvement rectiligne uniforme. Alors tout d'abord, on vient de dire que la première loi de Newton, le principe d'inertie, n'est valable que dans un repère galiléen. Alors c'est quoi un repère galiléen? Alors le meilleur repère galiléen, c'est le repère de Copernic. C'est quoi le repère de Copernic? C'est le repère lié au centre du système solaire et ces axes, ces 3 axes sont dirigés vers 3 étoiles fixes. Alors ce repère est appelé repère de Copernic. C'est le meilleur repère galiléen à 99,99%. Alors si on ne va pas chercher Copernic, on va étudier un repère qui est au repos par rapport au repère de Copernic ou bien au mouvement rectiligne uniforme par rapport au repère de Copernic. Alors tout repère qui est soit au repos par rapport au repère de Copernic ou au mouvement rectiligne uniforme, mais pas accéléré, rectiligne uniforme, c'est-à-dire trajectoire rectiligne et vitesse constante, elle sera aussi, par rapport au repère de Copernic, sera aussi considérée comme repère galiléen. Alors par exemple, si j'étudie le mouvement de chute d'un corps à la surface de la Terre, alors là, il faut prendre le repère local lié à la surface de la Terre. Tu peux le considérer comme galiléen. Pourquoi? Parce que la durée de chute
pendant la durée de chute. Ce repère qui est lié à la surface de la Terre est presque immobile par rapport au repère de Copernic. Alors pour par exemple étudier le mouvement des satellites ou des planètes, alors là il faut utiliser, disons pour le mouvement des satellites autour de la Terre, je vais utiliser le repère géocentrique qui est lié au centre de la Terre. Alors là, pendant le mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre, alors là, le repère géocentrique lié au centre de la Terre est soit sensiblement au repos si le mouvement dure pas longtemps, ou en mouvement rectiligne uniforme pendant cette durée. Donc pour les autres repères, ça dépend de la durée du mouvement. Alors la deuxième loi de Newton, c'est ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire la plus intéressante. C'est surtout cette deuxième loi de Newton qu'on va utiliser pour la suite. Et toute la suite de la mécanique ne sera qu'une application de ces trois lois de Newton. Donc pour la deuxième loi qui est la relation fondamentale la plus importante, alors il faut aussi la prendre en phrase. Je vais la dire en phrase. Dans un repère galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un corps, alors qu'il soit solide ou non, la somme des forces extérieures appliquées à un corps est égale au produit de la masse du corps et de l'accélération de son centre de gravité. Alors, avec la formule, sigma des forces extérieures égale à MHG, cette formule est valable aussi bien pour un corps solide ou bien pour un corps déformable qui n'est pas solide. Alors, si c'est un corps solide, alors la somme des forces intérieures est nulle. Donc, la somme des forces extérieures égale à la somme des forces. Donc, vous pouvez enlever ce extérieur lorsqu'il s'agit d'un corps solide. Alors, parce qu'il n'y a pas de force intérieure, la somme des forces intérieures est nulle. Donc, la somme des forces totales, extérieures, intérieures, égale à la somme des forces extérieures. Donc, vous n'avez le droit d'enlever extérieur que pour un corps solide. C'est ce qu'on étudie la plupart du temps. Alors, pour un point matériel, ou un corps en mouvement de translation, alors pour un point matériel, il n'y a pas de centre de gravité, c'est l'accélération du point. Et pour un corps en mouvement de translation, tous les points ont même accélération à chaque instant, donc ce n'est pas la peine d'indiquer AG. Dans ce cas, je vais enlever AG, j'ai écrit AG égale à A. Donc la relation peut devenir somme des forces égale à MA, mais là, pour un corps solide, ponctuel ou en mouvement de translation. Sinon, il faut garder le G. Alors, troisième loi de Newton, c'est le principe des interactions mutuelles ou le principe de l'action et de la réaction. Alors, à chaque force, à chaque action, il y a une réaction. Alors, si la main droite exerce une force sur la main gauche, de même la main gauche va exercer une force de même intensité, de sens contraire, de même ligne d'action que la force exercée par la main droite. L'autre force exercée par la main gauche sur la main droite, ils ont même intensité, même ligne d'action et de sens opposé. Alors là, de façon générale, si vous avez deux corps A et B, le corps A exerce sur B une force F de A sur B, le corps B exerce sur A une force F de B sur A, les deux forces en même direction, même ligne d'action, sens opposé et même intensité. Et je vais écrire en phrase, en vecteur, F de A sur B égale à moins F de B sur A. Alors là aussi, il faut le dire en phrase. Alors là, ce n'est pas la peine que le repère soit galiléen. Qu'il soit galiléen ou non, c'est toujours valable. Donc, lorsqu'un corps exerce une force F de A sur B sur un corps B, alors le corps B exerce en même temps une force F de B sur A sur le corps A, et les deux forces ont même ligne d'action, sens opposé, même intensité, c'est-à-dire F de A sur B égale à moins F de B sur A. Alors cette troisième loi de Newton est valable aussi bien dans un repère galiléen ou non galiléen. Il est valable pour des corps en contact ou des corps qui agissent entre eux à distance, par exemple entre la Terre et la Lune. Même s'il n'y a pas contact, il y a cette troisième loi de Newton, elle est valable. En contact, à distance, pour les corps déformables ou non, au repos, en mouvement, donc il est valable partout. C'est un principe qui est toujours valable. Toute action a une réaction. Alors on s'intéresse ici à deux types de mouvements, le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement rectiligne uniformément varié. Alors qu'est-ce qu'un mouvement rectiligne uniforme ? Alors, pour définition, le mouvement rectiligne, il faut que sa trajectoire soit une ligne, soit rectiligne,
et pour qu'il soit uniforme, il faut que la norme de sa vitesse soit constante. Donc un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement de trajectoire rectiligne et de norme de vitesse constante. Alors je peux bien sûr définir le mouvement rectiligne uniforme seulement par le vecteur vitesse constante. Alors parce que si le vecteur vitesse constant, la trajectoire est aussi rectiligne. Donc si vous avez vecteur constant, ça veut dire aussi que le mouvement rectiligne uniforme, ou bien c'est équivalent aussi à accélération nulle. Tout mouvement qui a une accélération nulle doit être un mouvement rectiligne uniforme. Alors la seule équation qu'il faut donc se rappeler pour ce mouvement rectiligne uniforme, c'est l'équation horaire, c'est-à-dire l'équation qui est reliée entre x et le temps. C'est x égale à vxt plus x0, c'est une équation du premier degré. Alors x c'est l'abscisse du centre de gravité du corps, vx c'est la valeur algébrique de la vitesse. Attention, si le sens positif et le sens du mouvement vx sera positif, si vous choisissez comme sens positif de votre axe le sens contraire au mouvement, vx sera négatif. Et x0 c'est la position de x à l'instant t égale à 0, de l'abscisse du centre de gravité du corps à l'instant t égale à 0. Alors pour le mouvement rectiligne uniformément varié, alors comme définition, il faut que sa trajectoire soit rectiligne parce que c'est un mouvement rectiligne. Uniformément varié, ça veut dire que l'accélération est constante. Alors ceci implique seulement que le vecteur accélération est constant, mais en aucun cas l'autre sens est valable. C'est-à-dire si vous trouvez que le vecteur accélération est constant, vous ne pouvez pas déduire directement que c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Il faut s'assurer que la trajectoire est rectiligne. Et c'est une erreur toujours faite par les élèves. Une fois que vous trouvez A égale constante, vous déduisez directement, rapidement, que c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Alors il peut être parabolique par exemple. Donc un mouvement qui n'est pas rectiligne a aussi une accélération constante. Donc il faut s'assurer avant tout que la trajectoire est rectiligne pour dire l'autre sens. Donc, accélération constante, ça ne veut pas dire que c'est un mouvement rectiligne uniformément varié, mais mouvement rectiligne uniformément varié, obligatoirement, ça veut dire que le vecteur accélération est constant. Implication dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors, les équations, nous avons deux équations dans ce cas. L'équation des vitesses Vx égale à xt plus v0x, tout ça ce sont des valeurs algébriques, c'est-à-dire positives ou négatives, Vx, Ax et v0x, la vitesse à l'instant t égale à 0 du mobile, du centre de gravité du mobile. Pour les équations horaires, vous avez x égale à 1 demi de axt au carré plus v0xt plus x0, x0 étant la position du centre de gravité du corps, l'abscisse du centre de gravité du corps à l'instant t égale à 0. Alors, il y a une relation aussi importante, parfois ça va servir, c'est ce qu'on appelle la relation indépendante du temps. Mais cette relation, il ne faut pas l'écrire directement le jour du bac. Alors, le jour du bac, il faut écrire les deux équations. Si vous voulez utiliser cette équation, il faut écrire l'équation des vitesses, l'équation horaire, écrire les deux équations, et vous allez dire qu'en éliminant le temps entre ces deux équations, j'arrive à cette équation qu'on appelle équation indépendante du temps. Donc, ou bien vous utilisez les deux équations directement, c'est un peu long, mais c'est ça, vous les utilisez directement, ou bien vous dites qu'en éliminant le temps entre l'équation de vitesse et l'équation des horaires, j'arrive à la relation indépendante du temps. Alors, c'est la relation entre deux positions quelconques, V en position 2 au carré moins V1 au carré, égale 2ax. Alors, ça, c'est la mesure algébrique de l'accélération, facteur de x2 pour la position 2 moins x1. On va terminer ce premier résumé de mécanique par une application qui est simple. C'est une application du cours, mais le but de l'application, c'est de comprendre les étapes qu'on doit suivre obligatoirement lorsqu'on utilise les lois de Newton. Alors surtout, cette application va nous apprendre la méthode de travail. Alors le texte de l'exercice. On lance un autoporteur sans vitesse initiale sur une table à coussin d'air inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale et on enregistre le mouvement de son centre d'inertie G. On obtient l'enregistrement suivant. Alors remarquez bien que l'enregistrement contient les positions du centre de gravité du corps depuis G0 jusqu'à G7
et vous avez la distance, elle est graduée en centimètres, et là, le temps entre deux positions successives, taux, c'est 40 millisecondes. Alors la question 7.1. Montrez par une étude dynamique que le mouvement du centre de gravité de l'autoporteur est un mouvement rectiligne uniformément varié. La question 7.2. Déterminer la valeur de l'angle alpha. Et la question 7.3. Écrire l'équation horaire du mouvement du centre de gravité G en prenant G0 comme origine des espaces et G3 comme origine des temps. Solution de l'exercice d'application. La question 7.1. Alors pour cette question, c'est la question qui va nous apprendre la méthode de travail lorsqu'on utilise la deuxième loi de Newton. Alors il faut voir que la méthode consiste à 5 étapes. Alors premièrement, vous commencez obligatoirement par un schéma et le schéma doit contenir le repère et les forces et l'accélération ou la vitesse si c'est possible. Alors après, vous parlez du système, du repère, des bilans des forces, de la deuxième loi de Newton et de la projection. Donc 1, 2, 3, 4, 5 étapes et en plus vous avez le schéma au départ. Alors je commence par le schéma. On nous parle d'un autoporteur qui glisse sur une table à coussin d'air. Il est lâché sans vitesse initiale du haut de la table et il descend la table à coussin d'air. Alors je place donc l'angle d'inclinaison alpha, l'autoporteur. Alors pour un plan incliné, vous devez utiliser un repère OX qui est tangent à le banc incliné ou le plan incliné et OY qui lui est perpendiculaire. Ici on ne va pas utiliser OY, mais parfois on l'utilise. Pour cet exercice, on va utiliser seulement l'axe OX parce que le mouvement va se faire selon OX. Alors l'autoporteur, il va descendre donc selon l'axe des X. Au départ, on le lâche sans vitesse initiale. Bien sûr, sa vitesse va croître avec le temps. Donc c'est un mouvement accéléré. Et on doit donc savoir que si le mouvement est accéléré, l'accélération est dans le sens du mouvement. Donc je place l'accélération parallèle à l'axe OX et dans le sens du mouvement parce que la vitesse va croître. Alors pour les forces, vous avez le poids bien sûr, il est bien vertical, et vous avez la réaction du plan incliné qui est bien perpendiculaire au plan incliné parce qu'il s'agit d'une table à coussin d'air, il n'y a pas de frottement. Lorsqu'il n'y a pas de frottement, la réaction est toujours perpendiculaire au plan incliné. Alors le système, c'est l'autoporteur que j'appelle S. Le repère, c'est le repère OX, OY, c'est un repère local, c'est-à-dire lié à la Terre, et il est sensiblement galiléen pour la durée faible de l'expérience. Alors il doit être obligatoirement galiléen pour pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, bilan des forces extérieures, il faut donc indiquer chaque force. Vous avez le poids, c'est le poids du corps S. Vous avez la réaction, c'est la réaction du plan incliné qui est toujours perpendiculaire au plan dans le cas où il n'y a pas de frottement. Alors, la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures, P plus R égale à M à G. Alors, on commence par la projection. La projection sur l'axe OX. Alors, lorsque vous projetez, vous gardez toujours la même relation, vous enlevez les vecteurs et vous mettez les x. Donc, Px plus Rx égale à M à Gx. Alors, la projection du poids sur l'axe des x. Alors, vous voyez bien que là, vous avez l'angle alpha, donc c'est le côté opposé, donc c'est un sinus. Et vous remarquez bien que le sens de la projection est dans le sens positif, donc c'est un plus. Donc, c'est Mg sin alpha parce que c'est le côté opposé. Donc toujours la projection du poids sur un plan incliné d'un angle alpha, c'est plus mg sin alpha ou moins mg sin alpha. Donc ici c'est plus mg parce que c'est dans le sens de l'axe. La projection de R, toute force qui est perpendiculaire à un axe, sa projection est nulle, donc c'est 0. Et la projection de AG, c'est AG parce qu'il est parallèle à l'axe, donc c'est plus AG, M AG X qui est égal à AG.
Alors de là, je déduis que l'accélération du centre de gravité du corps égale à G sinus alpha, je simplifie par M. Alors si c'est une translation, si on nous indique que c'est une translation, tu peux enlever même le G et écrire A égale à G sin alpha. Alors, puisque la trajectoire, comme on vient de voir dans l'exercice, la trajectoire du centre de gravité, des points du centre de gravité, il est rectiligne, et puisqu'on vient de démontrer avec la deuxième loi de Newton qu'elle est constante, G constante, alpha constante, c'est une constante, donc les deux nous donnent que le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Donc c'est un mouvement rectiligne uniformément varié parce que la trajectoire rectiligne, l'accélération est constante. Alors, on nous demande de trouver dans la question 7 de trouver l'angle d'inclinaison alpha. Alors, tout d'abord, il faut calculer l'accélération, parce qu'on va utiliser cette formule pour déterminer l'angle alpha. Donc, je dois calculer l'accélération. Étant donné que c'est une accélération qui est constante, je peux la calculer au point M4. Accélération dans n'importe quel point. Alors, ici, l'accélération au point 4. VI plus 1 c'est V5, moins VI moins 1 c'est V3. Sur de tout, remarquez que je n'ai pas mis les vecteurs. Alors là, spécialement pour les mouvements rectilignes. Et si ce n'est pas un mouvement rectiligne, c'est un mouvement curviligne, alors vous n'avez pas le droit d'écrire cette relation de cette manière. Alors on l'écrit sans vecteur parce que c'est un mouvement rectiligne. Alors là, j'ai le droit d'enlever les vecteurs. Alors la vitesse V5 c'est c'est le point G4, point G6, donc GI-1, GI plus 1, 5 moins 1, 4, 5 plus 1, 6, G4, G6 sur 2 taux. Alors si vous utilisez l'enregistrement de tout à l'heure, la distance entre G4 et G6 c'est 5,8 centimes, 5,8, 10 moins 2 sur 2 taux, taux étant 40, c'est 90 moins 3, faites le calcul, vous trouvez que c'est 0,725 mètres par seconde. De même pour la vitesse V3, c'est G2, un point avant, un point après G4 sur 2 taux. Alors avec l'enregistrement, on trouve 3,6 centimes, 10 moins 2, 90 moins 3 pour 2 taux, ça te donne 0,45 mètres par seconde. Alors je reviens à la formule, je remplace V5 et V3 par leur valeur, je divise par 2 taux, je trouve que c'est 3,44 mètres seconde moins 2 pour l'accélération. Alors une fois qu'on a trouvé l'accélération, c'est valable, tu peux faire le calcul dans n'importe quel point. Alors là j'ai choisi le point M4, G4, tu peux choisir le point G3, G5, etc. Alors ça te donnera presque la même chose. Alors donc le sinus de l'angle alpha c'est AG sur G. Alors sinus de l'angle alpha c'est AG sur G. Alors je prends G égale à 10 mètres seconde moins 2, je divise par 10, ça te donne 0,344. Tu fais le shift sinus avec la calculatrice pour avoir l'angle alpha en degrés, c'est à peu près 20 degrés. Alors donc c'est une table à Cousselder inclinée d'un angle de 20 degrés à peu près, pour avoir l'enregistrement précédent. Alors la dernière question, on nous demande de trouver l'équation horaire du mouvement, donc x égale à 1 demi de ax t au carré, plus parce que c'est un mouvement rectiligne uniformément varié, plus v0 x t, plus v0 x fois t, plus x0. Alors, il faut trouver V0x et trouver x0. Alors, le V0x, c'est l'abscisse, c'est la mesure algébrique de la vitesse au point, à l'instant t égale à 0. Alors, l'instant t égale à 0, on a dit que c'est le point G3. Donc, la vitesse à l'instant 0, c'est la vitesse au point 3 parce que le point G3, c'est l'origine des temps. Alors, on l'a déjà calculé, c'est 0,45 mètres par seconde. X0, c'est l'abscisse du centre de gravité du corps à l'instant t égale à 0. Alors l'instant t égale à 0, c'est le point G3 et l'origine des abscisses, c'est-à-dire pour compter les x, il faut les compter à partir de l'origine des abscisses, c'est G0. Donc c'est la distance G0, G3. En utilisant l'enregistrement, je trouve 2,7 centimes, c'est-à-dire 2,710 moins 2. Je remplace AX par 3,44, alors x égale 3,44 sur 2, ça te donne 1,72 t au carré, plus V0x, c'est-à-dire 0,45 fois t, plus x0 qui est 2,710 moins 2, et ainsi je trouve l'équation horaire du mouvement. Le temps, c'est variable, il faut le laisser dans l'équation et tu peux avec cette équation trouver l'abscisse du centre de gravité à n'importe
à n'importe quel instant. Il suffit de vérifier, par exemple, pour le point G1, vous remplacez T par tau, pour le point G2, vous remplacez T par 2 tau, et ainsi de suite. Et tu peux vérifier que c'est bien les abscisses du centre de gravité à chaque instant.